Du coup, aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir déjà Charlie, que je remercie beaucoup d'avoir accepté de venir modérer notre table ronde. Évidemment, Pierre-Nicolas, que tout le monde connaît, qu'on ne présente plus de Ariani. Et Riyad de Absolute Labs, dont on entend beaucoup parler. Et du coup, on est très curieux d'en savoir plus sur ce que vous faites et comment vous travaillez avec vos différents clients, notamment dans le domaine du luxe. Donc voilà, sans plus attendre, on va commencer la table ronde. Et à la fin, on essaiera de trouver un petit moment pour des sessions de questions-réponses. Sinon, il y a les coups et c'est toujours plus fun d'échanger autour d'un verre. Merci. Bilal, tu as fait les présentations, donc c'est bien, ça m'épargne ce petit moment. On va quand même repréciser Ariani, peut-être plateforme d'engagement de NFT, voilà, vous travaillez pour pas mal de marques de luxe, et puis tu vas nous en parler un petit peu plus après. Et Riyad, VP Evangelist, donc justement pour l'Absolute Lab dont Bilal parlait. L'année 2022, elle était un petit peu folle côté Web3. On a eu des projets dans tous les sens. Enfin, on a vu plein de marques justement venir sur ces sujets. On a vu des VP Metaverse, VP Web3 apparaître. Et là, depuis, on est déjà à la moitié de 2023. Est-ce que c'est pareil? C'est la même ambiance ou pas, Pierre-Nicolas? Alors non, c'est pas tout à fait la même ambiance, mais enfin les VP Web3 et Metaverse ont quand même gardé leur boulot. Il y en a un certain nombre qui ont changé de titre quand même, ou qui vont bientôt changer de titre. C'est sûr que le téléphone sonne pas toutes les 2 minutes pour nous demander de monter un drop de JPEG avec Utility, et tant mieux, parce que c'est pas vraiment comme ça qu'on imagine, nous, que cette technologie va transformer l'Internet tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc on est sur des sujets, on n'est plus sur des sujets de fond, sur des sujets de créer les fondations finalement d'une nouvelle relation dans l'espace digital, basée sur une donnée qui est distribuée au lieu d'une donnée qui est collectée. Et donc ça pose tout un tas de questions. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on le met en place? C'est quoi les bons use cases? Mais bon, ce qui est sûr, c'est qu'en 1 an et demi, on est passé de un sujet anecdotique à quelque chose qui fait partie maintenant intégrale de la stratégie des marques. Et il y a eu un peu plus de frilosité en début d'année quand même. Mais là, on sent que les sujets repartent, il y a des vrais appels d'offres, il y a des gros projets. Voilà, donc il y a des budgets, il y a des CEO qui sont maintenant familiarisés. Donc voilà, je dirais que c'était pas un début d'année facile, mais que tout le monde a bien compris qu'il y avait un changement d'infrastructure qui était en cours, que la relation numérique de demain, elle est plus du tout basée sur les mêmes fondamentaux, et que les marques ont un coup énorme à jouer en fait en ayant la main là-dessus. Tu confirmes, Riyad? Oui, effectivement, nous, ce qu'on voit, c'est pas la question de est-ce qu'il y a un VP Web3, c'est plutôt de regarder qui porte ces sujets. Et on a de plus en plus de membres de COMEX, qui soient e-commerce, qui soient marketing, qui s'impliquent, qui sont dans la boucle et qui prennent vraiment la propriété. Donc on est sorti du mode silo, je teste quelque chose dans mon coin et personne dans l'organisation limite des fois n'est au courant, à vraiment quelque chose où on sent que c'est beaucoup plus structuré, drivé en fait. Et toi, Bilal? Moi, ce que je trouve super intéressant de ce cycle, et bon, comme un peu avec tous les cycles économiques, il y a deux apprentissages. Le premier, c'est que on se rend compte que c'était trop superficiel de faire des drops, dans le sens où il y avait une hype, c'était la porte d'entrée pour le Web3, et du coup tout le monde voulait le faire, sans vraiment se poser la question de qu'est-ce qu'on va faire après, et de comment on va aller traquer la performance ou ce que ça nous apporte. Et ce qui est bien quand le marché se retourne, c'est que du coup la discussion elle est beaucoup plus centrée sur c'est quoi la proposition de valeur exacte avant d'être ok, faisons ce que fait le voisin. Et du coup, c'est d'autant plus intéressant et challengeant de vraiment aller creuser, de vraiment aller monter quelque chose qui fait du sens. Le deuxième apprentissage que moi j'en ai tiré, c'est que les marques, quand elles se précipitent ou quand elles ne comprennent, quand elles n'appréhendent pas assez bien la philosophie Web3 pour aller toucher cette communauté, se foirent
plutôt grandement. Et en fait, c'est un peu négatif pour l'écosystème parce que du coup, elles vont en faire une sorte de généralité. Et du coup, avec certaines marques, c'est d'autant plus difficile de vouloir re-rentrer parce qu'ils ont essayé un truc, ils ont vendu trois items. Et du coup, c'est très difficile d'aller les convaincre que non, mais en fait, vous l'avez pas bien fait. En fait, faut penser à ça après. Et ce qui est intéressant, c'est aussi l'émergence d'outils qui vont pouvoir vraiment traquer la promesse et qui va être associé aux 10 projets, quels qu'ils soient. Et qu'est-ce qui aujourd'hui là les marques, tu vois, Pierre Nicolas qui bosse avec beaucoup d'entre elles, est-ce que du coup il y a un peu plus de frilosité, tu parlais un petit peu ça au début, est-ce qu'il y a encore pas trop de compréhension du secteur, ou est-ce qu'aujourd'hui elles sont complètement perdues parce qu'il y a je sais pas combien d'acteurs qui ont émergé et qui se présentent un peu comme ce que vous faites, comme que voilà. Non, mais il y a beaucoup d'acteurs, certes. Il y a aussi beaucoup d'envie d'apprendre. Donc, il y a pas mal de marques qui ont envie, quitte à tester, de vraiment faire elles-mêmes. Se dire, OK, finalement, trouver un développeur de smart contract, faire les choses un petit peu par soi-même pour apprendre. Je pense que fondamentalement, l'idée qu'en fait, tout d'un coup, on va avoir des produits dérivés qui sont digitaux, qu'on va vendre comme ça facilement à des gens, qu'on va les couvrir de cadeaux qu'on appelle utility pour qu'ils conservent le token, et que tout ça, en fait, ça va créer quelque chose de positif. En fait, les marques ont vite compris que ça ne se passe pas comme ça. Elles vendent un token, elles le vendent bien ou pas trop bien, elles se retrouvent avec 20 gars dans un Discord tout vénère parce que ça monte pas assez. Bon, en fait, ça, c'est pas la vie, quoi. Et en réalité, j'avais une discussion hier avec un mec qui a lancé une collection il y a pas longtemps. Il disait il y a 7-8 000 mecs qui tradent vraiment des NFT dans le monde. Il y a des petites poignées d'investisseurs qui décident, d'influenceurs qui décident ce qui pump et ce qui dump. Bon, les marques, elles n'ont rien à voir, elles n'ont rien à faire là-dedans. Donc, le sujet de dire, en fait, on a beaucoup parlé de toucher une communauté. En fait, il y a dans la communauté Web3, il y a des gens qui croient beaucoup dans un changement d'infrastructure, dans un nouvel Internet, où les choses sont différentes. Et puis, tu as tout un tas de gars qui sont là pour faire plus d'argent que le prochain mec qui rentre dans le Discord. Et donc ça, c'est pas les marques de luxe, en tout cas, c'est pas leur business, hein, c'est pas leur idéal. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles font? Elles essaient de se dire, ok, qu'est-ce que ça apporte vraiment? À quoi ça sert? La décentralisation, ça sert à quoi? Avoir des preuves digitales de la rareté numérique, ça sert à quoi? Alors oui, ça peut servir à vendre un truc très exclusif, évidemment. Mais à la limite, on a vu le projet de Louis Vuitton, 92 NFT vendus 40 000 euros. Non transférable, ça aurait pu être une carte en plastique. Tu vois, donc, OK, donc là, c'est fait, c'est du Web3. Bon, il n'y a pas de liquidité sur le truc. Ces gens-là, ils ont été choisis, ils ont payé en cash. On n'en sait rien. Enfin, bon, bref. Tout ça, finalement, est-ce que c'est vraiment ça? Et donc, les questions qui se posent, c'est OK, alors peut-être que pour certaines marques, il y a vraiment cette possibilité d'aller créer des produits exclusifs et grâce à la tokenisation, de les vendre et de les vendre mieux et de toucher un peu des nouveaux publics et de se rajeunir. Mais au fond, à quoi ça sert pour une marque de pouvoir distribuer des preuves digitales? À quoi ça sert pour une marque de pouvoir utiliser la rareté numérique et de s'appuyer sur la décentralisation? Qu'est-ce qu'il est intéressant de pouvoir permettre à un utilisateur de prouver? Prouver que j'ai acheté quelque chose, prouver que je fais partie. Et où est-ce qu'on peut lui permettre de le prouver? Le prouver chez soi, mais ça, chez soi, finalement, on savait déjà le faire. Donc le prouver ailleurs. Mais si je vais le prouver ailleurs, ça veut dire que la personne autour, le partenaire, il est ouvert à ça. Et donc on s'ouvre. Et tout ça, c'est pas non plus complètement le cœur de l'idée du luxe, de se dire on va partager, on va créer des écosystèmes. Donc voilà, il y a beaucoup de concepts en fait qui se mélangent et qui forcent les marques à se dire ok, qu'est-ce qui est en jeu? Et ce qui est en jeu, c'est une bascule de la donnée personnelle. Jusqu'à présent, on collectait de la data ou on a enfilé à Facebook, et demain, les gens, ils ont leurs propres données. Et donc ça, c'est une opportunité incroyable pour les marques en fait de transformer leur relation client. Et quand elles comprennent ça, elles disent ok, donc si c'est ça qui est en jeu, j'ai des problématiques, je vais régler des problèmes de régulation, je vais régler des problèmes de souveraineté. Et là, ça vaut le coup de vraiment se demander comment je vais faire ça, parce que ça devient stratégique et demain, c'est des coûts, c'est de la performance. Et ça devient autre chose qu'une petite campagne de drop de JPEG. Et toi, Riyad, vous avez justement, il a parlé d'un peu d'LVMH, vous avez un peu bossé avec eux. Qu'est-ce que vous avez fait exactement? En fait, l'enjeu aujourd'hui pour les marques de luxe, vu qu'on vient là-dessus, c'est effectivement d'utiliser en fait le Web3 pour recréer une relation avec en fait leur audience
Et donc, dans ce cadre-là, il y a tout un travail à faire sur effectivement le positionnement de la marque et comment en fait les assets, qu'ils soient Web3 ou pas, jouent un rôle dans les interactions en fait. Donc la question c'est comment aujourd'hui on intègre cette interaction qui est en fait autour du Web3, autour en fait de cette unicité, de cette rareté que permettent les digital collectibles, NFT, comme on veut les, dans les parcours clients. Aujourd'hui, quand on regarde pas mal de projets qui ont été lancés effectivement sur les 2 dernières années, il y avait une logique effectivement de dire je produis des assets et ces assets en fait, effectivement, il y a une logique de spéculation dessus. J'y adosse en fait une créativité, etc. Mais sur lequel derrière il n'y a pas de réflexion sur l'après. À quoi il sert effectivement dans le parcours, dans l'expérience que je vais proposer, que ce soit de la loyalty, que ce soit effectivement adosser ça à mes produits physiques, ou que ce soit sur l'accès à des produits exclusifs, tout ce genre de choses. Et quand on regarde l'écosystème, ce qu'on voit, c'est qu'on a des acteurs aujourd'hui qui sont arrivés en disant « moi je vais résoudre tous vos problèmes avec le Web3 et je sais tout faire ». Et qui en fait n'aident pas la communauté, puisqu'en fait ils s'autodéclarent en fait on va vous faire la créativité, on va tout réinventer. Donc ils recréent, en fait leur intention c'est de recréer un silo où je vais faire du crafting, du design, etc. Et surtout dans le monde du luxe en fait où il y a respecter les codes des marques, etc. On a vu effectivement des projets sur lesquels en fait ça matche pas du tout l'ADN en fait. De ce que les consommateurs peuvent attendre de la marque. Tu peux nous donner justement un cas concret de ce que vous avez fait ? Donc nous aujourd'hui, on va travailler. Il y a 3 grands cas d'usage. Il y a un premier qui est en fait la partie identification. Aujourd'hui, on a à peu près un peu plus de 500 millions de wallets sur lesquels il y a de l'activité. Là, je parle d'Ethereum, Polygon. Et en fait, un des premiers enjeux pour les marques, c'est de dire ça peut être tout basiquement. Est-ce que mon audience est là ? Et si elle est là, comment est-ce que, globalement, dans cette masse, je vois en fait où elle est ? On a aujourd'hui la capacité de mesurer en fait ce qu'on appelle le buying power, c'est-à-dire en fait la capacité d'investissement. Aujourd'hui, il y a des liquidités sur ces wallets qui sont très importantes. On parle de marché qui est en difficulté, mais aujourd'hui, il y a des dizaines ou des centaines de milliards qui sont en fait dans ces wallets. Donc la question n'est pas en fait est-ce que le marché est baissier ou haussier, mais c'est est-ce que globalement notre audience va raisonner avec notre proposition de valeur et va investir en fait tous ces assets qu'ils ont, toutes ces liquidités, ces assets auprès de notre marque, ou globalement est-ce qu'on n'a pas de message qui va résonner. Donc ça c'est le premier, c'est vraiment identifier. Est-ce que globalement, parce que vous avez des marques qui vont venir et on va leur dire votre audience effectivement dans le Web3 aujourd'hui au moment où on se parle par rapport à ce que vous souhaitez faire, elle est là ou elle n'est pas là, et voici que globalement comment on peut l'identifier, puisque c'est un enjeu qui est comment j'identifie cette audience. Un deuxième niveau qui est construire la stack. Et aujourd'hui, on voit tout le temps ça dans les innovations, il va y avoir une logique qui est en train de s'installer plutôt de ce qu'on appelle best of breed, c'est-à-dire que vous avez des expertises qui se sont positionnées. Digital passport, minting, paiement, donc Web3 CRM, sécurité des transactions, etc. Il y a des experts, des startups qui ont une expertise, qui vont creuser sur chacun en fait de ces métiers. Et nous, notre ambition, c'est pas de dire on sait tout faire, mais c'est de dire sur notre sujet, on veut être les meilleurs, et sur les sujets qui sont autour, on va s'associer avec les meilleurs du marché. Et toi, Bilal, c'est quoi les cas d'usage que tu vois peut-être le plus, où tu trouves qu'il y a vraiment le plus de valeur, en tout cas les plus répandus dans le luxe ? En fait, encore une fois, les cas d'usage en soi, c'est trop large. Je m'explique. Si on parle de loyalty, il y a plein de moyens de faire de la loyalty.
Maintenant, Riyad le disait très bien, est-ce que ma communauté historique ou il y a une communauté crypto que je vais pouvoir targeter et qui fit avec mon branding, ma stratégie. Et s'il y a un croisement non nul, là, c'est intéressant d'utiliser des technologies Web3. Le deuxième point, c'est l'interopérabilité. Ça, je sais que c'est souvent survendu, mais pour moi, la promesse de la blockchain, elle se fera quand il y aura plus d'interopérabilité. Et au final, tout comme il y a eu une renaissance du collaborative marketing, c'est-à-dire plein de marques qui font des collaborations pour mutualiser en fait leur audience, créer plus d'awareness, ça a été la base des communautés Web3 et il faudrait que, et certaines marques le font, et il faudrait qu'une marque soit dans cette démarche-là pour que, encore une fois, ça fasse sens d'utiliser de la blockchain. Moi, je voulais revenir aussi sur un point que disait Pierre-Nicolas, qui est très intéressant, c'est que c'est vrai qu'au début, il y avait 9 personnes sur 10 qui étaient des spéculateurs. Aujourd'hui, c'est peut-être 50-50 si je suis gentil. Mais en tout cas, il y a une tendance où il y a beaucoup plus de personnes qui essayent de comprendre la valeur sous-jacente et comment l'utiliser pour eux, pour profiter des avantages qui sont permis et pas juste spéculer. Pierre-Nicolas, ouais. Non, mais après, l'interopérabilité, d'abord, dans l'univers Ethereum, le fait d'avoir une adresse de wallet qui marche sur toutes les chaînes VM, c'est déjà énorme en termes d'interopérabilité. J'adore, parce que souvent, on nous pose la question, ouais, mais OK, mais on va commencer, mais est-ce que c'est vraiment interopérable? Le niveau d'interopérabilité basique, déjà, dans l'environnement VM, il est colossal. Le simple fait de pouvoir connecter un wallet n'importe où avec la même adresse, pouvoir avoir des assets sur plusieurs chaînes. Je pense qu'il y a plein de questions qui se posent là. Moi, je suis surpris par les 500 millions de wallets. Je pense qu'il n'y a pas 500 millions. Moi, je pense qu'il n'y a pas 500 millions de gens, en tout cas, qui ont des NFT. Ou alors, c'est un truc de ouf. Mais effectivement, il n'y a pas 500 millions qui ont des NFT. Et je pense que, en fait, les marques, elles vont se retrouver dans une sorte de paradoxe. C'est-à-dire qu'elles vont dire, OK, très bien, donc moi, je vais distribuer des assets. Je vais les vendre ou je vais les distribuer parce que je fais des passeports digitaux et tout. Et donc, en voulant reprendre contrôle de ma relation au numérique, si je donne les moyens à la marque d'à côté, finalement, de mieux targeter mon client, et si c'est moi qui ai fait ça, ça va pas bien se passer. Donc, je pense que les marques, aujourd'hui, elles sont en train de se dire, attends, qu'est-ce que je fais exactement? C'est-à-dire, en distribuant, en faisant, en créant ça, est-ce que je crée les problèmes de demain? Et donc, aujourd'hui, c'est pour ça qu'elles se posent plein de questions. Elles se posent des questions sur comment elles sécurisent leurs assets. Elles se posent des questions sur est-ce que je peux aller vers, est-ce qu'il y a 500 millions, 200 millions, ne serait-ce qu'un million de gens qui sont prêts à acheter des assets digitaux? Si oui, ils sont prêts à quoi? Ils veulent le faire pourquoi? Quelle est la valeur qu'on peut leur proposer? Parce qu'aujourd'hui, chez la plupart des marques, donc c'est le deuxième événement Blockchain Lux. Donc j'étais avec le mec qui a lancé le truc du Bristol. Super projet, 11 NFT, je crois que c'est 8 Ethers. Mais quand il décrit ce que tu as pour 8 Ethers, mais je lui dis, c'est un discount en fait ton truc. C'est la valeur, tout ce qu'il donne, je veux dire, couvre les gens de cadeaux. Les mecs qui ont les 11 NFT. Par ailleurs, ils ne sont pas vendus. Mais, donc, en fait, est-ce qu'il y a une rentabilité dans tout ça? Est-ce que l'utilité qu'on va rajouter pour tout ça, en fait, il y a beaucoup de com. Est-ce que c'est scalable? Je veux dire, même aujourd'hui, Artefact, est-ce qu'Artefact, demain, va pouvoir relancer, vraiment faire des revenus récurrents autour de la marque Artefact? Est-ce qu'ils vont refaire? Là, on a vu Azuki qui vient de prendre 30 millions. C'est incroyable. OK, il y a encore 10 000 personnes, 8 000 personnes qui sont prêtes à ça. Mais qui d'autre aujourd'hui? Est-ce qu'une marque peut scaler tout ça? Donc les marques, elles se demandent aujourd'hui, à mon avis, en quoi est-ce que ce truc-là va vraiment changer mon business? Et les problèmes des marques aujourd'hui, c'est quoi? Coût d'acquisition astronomique, intermédiation complète par les plateformes centralisées, coût très élevé de repeat purchase, difficulté de plateformiser la marque et d'être dans un écosystème ouvert, donc seconde main, participer à la seconde main, connaître ses clients, connaître les gens qui possèdent. Ça, c'est des vrais problèmes durs de business. Et là, ils se disent, OK, il y a un truc à faire. Sauf que ce truc à faire, il nécessite d'être capable d'avoir des capacités de mint importantes, de connecter tout ça à des systèmes d'information, d'avoir des niveaux de performance, en fait, de scalabilité, de sécurité qui sont très, très élevés, qui répondent aux standards, de sécuriser ses clés, les clés des gens, et puis de se dire, finalement, quand j'ouvre un wallet, quand je fais ouvrir un wallet à quelqu'un, qu'est-ce que je fais en fait? Est-ce que je crée une relation forte avec lui? Ou est-ce que finalement, j'ouvre la boîte de Pandore d'un truc qui demain se retourne contre moi? Et donc,
On est vraiment dans ce moment un peu de... Voilà. Mais ce qui est ouf, c'est à quel point les gens ont bossé, quoi. Parce que les marques aujourd'hui, nous, il y a un an, on avait des discussions, on allait chez les clients, on avait des discussions sur des contrats, il n'y avait personne qui pipait rien. Là, maintenant, tout le monde, des achats au légal, tout le monde est aiguisé. Hein. Donc, ils ont bossé. À partir du moment où tu rentres en contact, aller avec une personne et où ça se lance, tu vois. C'est un marathon, hein. C'est un ultra trail. Hein. Nous, on embauche des trailers chez Ariani, tu vois, parce qu'il faut des gens qui sont vraiment prêts à tenir longtemps. Non, c'est très long. Mais c'est très long parce qu'il y a plein de questions. Il y a plein de... Pourquoi je fais ça? C'est quoi la valeur que ça apporte? Comment je le mesure? Est-ce que je fais de la com? Si je fais de la com, bon, c'est fini, terminé. Voilà, c'est bon, tout le monde a compris que ça ne marchait plus, hein, qu'il n'y avait plus d'espace pour ça. Est-ce que c'est un produit dérivé? Non. Est-ce que c'est un programme de loyalty? Ok, mais j'en ai déjà un, du coup, il apporte quoi de plus? Alors, peut-être si j'en ai pas, je vais le faire comme ça. Est-ce que c'est une solution autour des produits que je vends? On croit beaucoup à ça, hein, transformer les produits en plateforme d'engagement. Est-ce que, puis après, une fois que tu as le truc qui va, comment je l'implémente at scale avec les niveaux d'attente qu'ont les marques aujourd'hui par rapport à leurs outils digitaux, qui sont très, très élevés. Et Riyad, il y a eu Aglaé Ventures qui est rentré chez vous à votre capital il y a quelques temps. Donc Aglaé qui est le family office de Bernard Arnault, donc Bernard Arnault LVMH. Hein. Est-ce que ça aide de cette opération, en gros concrètement est-ce que voilà. Donc juste oui, en termes de timing, ce qui s'est passé, c'est que LVMH a lancé une consultation fin d'année dernière en fait pour choisir un outil type Web3 CRM, et que c'est dans le cadre de cette discussion qu'ensuite on a interagi avec Aglaé. Donc est-ce que ça aide? Oui, on va pas dire le contraire, hein, mais c'est plutôt le produit qui a validé l'investissement. Ok. Et puis j'avais aussi une question, parce que tu n'as pas parlé un peu, vous avez quand même pas mal de clients, tu ne vas pas tous les reciter, mais au moins aller un ou deux projets qui ont bien marché, puis après on verra pour ceux qui n'ont pas marché. Nous, ce qui marche bien aujourd'hui, ce qui croît chez nous, c'est vraiment le cas d'usage du passeport digital, du produit qui est durable, qui a une valeur, qui peut être réparé ou revendu. Donc ça marche très très bien. On a de plus en plus de marques qui onboard. Alors ça se voit pas beaucoup parce que c'est très long d'implémenter ça. Hein. Aller chercher la data dans les systèmes, avoir ces capacités de minting à très grande échelle, associer des produits à l'unité avec un identifiant physique, implémenter, de donner des adresses de wallet aux gens dans le compte client ou autre. Donc tout ça, c'est quand même lourd. Mais ça, c'est vraiment ce qui marche. Donc Breitling, Audemars Piguet, Vacheron, Panerai, IWC, etc. On commence à en avoir vraiment pas mal. On déploie ça maintenant de plus en plus sur d'autres secteurs. Donc la mode avec Moncler, on sort un truc sur la maroquinerie avec Mugler, la beauté. Donc tout ça marche très très bien. Après, ce sur quoi on travaille, on ne sait pas encore exactement comment ça va marcher parce que c'est pas sorti tout de suite, c'est les grands programmes de fidélité complètement tokenisés. Où vraiment de la base, de la première interaction, qu'elle soit une interaction transactionnelle ou une interaction expérientielle ou d'engagement, c'est un token qui va marquer la preuve que cette interaction a eu lieu. Et c'est l'accumulation de ces tokens-là qui vont se transformer en droit d'accéder à des avantages, avec à la fois de la liquidité sur ces droits-là, hein, donc la possibilité de les trader si je ne veux pas les utiliser, mais aussi le potentiel d'une interopérabilité, parce que demain, je peux venir avec ce token ailleurs et être reconnu. Donc ça, c'est vraiment les deux gros sujets. Et ce qui marche moins bien, c'est le drop payant, quoi. Et le drop payant fait dans une idée de campagne. Ça, c'est plus dur. Surtout quand on est dans une idée qu'en plus, on va redonner l'argent à une non-profit. Là, ça c'est catastrophique parce que les gens qui investissent, ils investissent dans un projet, normalement, ils ont l'impression qu'ils participent à une levée de fonds. Ils donnent de l'argent à une équipe pour que cette équipe, elle crée quelque chose pour eux. Quand les gens ils me donnent 38 millions hier à Azuki, c'est avec l'idée que Azuki va utiliser ces 38 millions pour redonner de la valeur à la communauté. Si on me dit, tiens, t'achètes un JPEG et puis je vais te filer des cadeaux et refiler la thune à une charity, les gens, ils n'ont pas besoin des marques, en fait, pour choisir leur charity, quoi. Ils peuvent le donner par eux-mêmes. Du coup, je t'ai fait ce qui marche et ce qui marche pas. Très bien. Bilal, est-ce que tu veux peut-être réagir à ce qu'il disait sur ce qui ne marche pas? Est-ce que tu as vu comme ça un peu aussi des projets qui ont complètement planté? Et est-ce qu'à chaque fois, ça vient de la marque ou pas
Les projets que j'ai vu planter, c'était pas à cause du use case, c'était à cause d'une mauvaise exécution. Et là, je parle de manière générale, pas forcément pirates ou des boîtes de pirates. Qu'est-ce que je voulais rajouter à ça? En fait, plus on complexifie le use case, plus la mise en production scalable va impliquer énormément de monde. Et donc, je pense qu'on verra, et Pierre-Nicolas est bien placé, c'est un travail de long terme, on va voir la valeur venir peut-être dans 1 an ou 18 mois, quand il y aura des consultants qui vont aider les boîtes à faire de la conduite du changement pour que tout le monde soit briefé dans tous les points physiques, etc. Et que l'infrastructure pourra soutenir ça. Je suis archi convaincu qu'il y a des choses super intéressantes à en sortir. J'ai pas la prétention de savoir que tout va être intéressant ou aujourd'hui ce qui va être intéressant. C'est marrant, hier on a reçu Ledger ici, nous ont montré un graphique qui plotte le nombre d'utilisateurs d'Internet et le nombre d'utilisateurs sur la blockchain. Et en fait, déjà c'est aussi dans la présentation d'Anderson Horowitz Crypto. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que déjà les deux courbes se superposent totalement et qu'en fait, aujourd'hui, on est à peu près en 98. Alors je rigolais hier, mais en 98, moi, c'était l'époque où mes parents se battaient pour savoir s'il fallait acheter un téléphone portable ou pas. Donc c'est pour dire à quel point on est aux prémices de ce que ça peut devenir. Et à ce moment-là, personne n'imaginait pouvoir regarder Netflix dans le métro le matin en allant au boulot. Donc il y a énormément de use cases et d'usages qui vont sortir. Je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est pas de dire on est en train de réinventer la roue avec du Web3 en refaisant des mêmes programmes de fidélité. En fait, on est en train de mettre à jour notre programme de fidélité pour fitter avec une audience qui est beaucoup plus digital native. Et le product market fit, il va venir de ça. Riyad et après Pierre-Nicolas, est-ce que vous avez déjà refusé tous les deux ou pas de bosser carrément avec des marques parce que je sais pas, leur idée était toute pourrie ou parce qu'il n'y avait pas ça n'allait pas avec les équipes de l'autre côté? En fait, nous on n'est pas sur une logique de projet, on est sur une logique de plateforme. Donc la question, en fait, je dirais que c'est assez naturel. Si les ambitions, c'est de faire entre guillemets, du projet jetable, en fait, on n'est naturellement pas aligné. Parce qu'en fait, nous, on va dire, voilà, quel est votre plan sur les 18-24 prochains mois? Comment, en fait, ce que vous avez lancé va permettre d'engager votre audience, de créer de la valeur pour vous, marque, mais aussi pour, en fait, les utilisateurs /wallets qui vont interagir. Et souvent, en fait, naturellement d'eux-mêmes, en fait, il y a pas de fit, parce que si ils disent, moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est de lancer vite fait quelque chose et effectivement de collecter de l'argent, en fait, c'est pas naturellement, en fait, nous, notre proposition de valeur, elle n'est pas alignée avec ça, puisqu'en fait, nous, c'est aider les marques à construire quelque chose. Quand on voit aujourd'hui des marques qui se disent, en fait, moi, je prends le risque que globalement, en fait, les gens ne se ruent pas sur mon asset parce que j'en fais un Salbond token, donc quelque chose qui n'est pas transférable, donc qui est beaucoup moins sexy pour un trader spécialiste. Ça match un petit peu la logique, puisqu'en fait, on crée, en fait, c'est une première pierre dans un dispositif d'engagement qui est plus large. Donc, en fait, je dirais que c'est le fit, il vient assez naturellement sur ce genre de dispositif. Alors moi, j'ai dit non une fois et du coup, je ne vais pas dire ce que c'est, le projet. Mais franchement, je suis content. Et je pense qu'il y a 1 ou 2 fois où j'aurais dû aussi. Et je n'ai pas fait et j'ai regretté. Et par exemple, le projet notamment Yves Saint-Laurent qui n'a pas hyper bien marché, est-ce que si là ils reviennent, ça va être non? Ou vous allez changer la méthode ou non, pas? Yves Saint-Laurent Beauté, donc on travaille avec eux vraiment sur le long terme. Hein, donc ils utilisent nos solutions, ils ont une licence pluriannuelle pour utiliser l'intégralité de nos solutions. Et donc dans l'utilisation de cette technologie, il y a plusieurs phases. Donc il y a une phase qui est très liée à la tokenisation de l'engagement, d'une certaine manière. Donc j'engage avec la marque, c'est un token qui prouve cet engagement, et puis c'est une mécanique autour de ça qu'ils appellent Always On,
qui va essayer de construire le lien entre des programmes. Il faut savoir qu'une marque comme Yves Saint Laurent, d'abord, c'est très intermédiaire en termes de distribution. Ils ont quasiment aucun contact avec leurs clients. Le e-commerce est assez petit. Puis ça fonctionne avec des régions. Donc chaque pays a son propre système. Il n'y a pas de base de données centralisée, etc. Donc c'est quand même assez complexe à traiter. Donc là, il y a une vraie opportunité, en fait, que la loyauté soit matérialisée à travers des wallets et des tokens. Donc ça marche très bien. Et après, il y a eu un drop payant. Et ce drop payant, n'a pas été un succès. Donc nous, là, quand on est dans un cas comme ça, on fournit des outils, on n'est pas l'agence. Alors l'agence, elle avait une super idée, puis ensuite, il a fallu valider tout ça entre la marque, et puis c'est une marque qui a une licence, hein, donc il faut aller demander à la couture si c'est OK ou pas. Et puis bon, le projet finalement finit par être un peu édulcoré, et puis à la fin, la promesse de valeur est assez cool. Ils ont fait bosser 3 super artistes, les œuvres étaient hyper belles, les cadeaux qui venaient avec, l'œuvre printée, les cadeaux de la marque et tout était assez cool. Mais sauf que c'est l'idée que ça reparte à des charities et puis le niveau de marketing qui était finalement assez traditionnel. En fait, l'agence n'était pas une agence Web3. Donc en fait, tout ça, ça a amené un truc voilà, un peu mou, qui n'a pas sold out. Mais en même temps, le nombre de trucs qui n'ont pas sold out, enfin, je veux dire, moi je suis un gros fan de la marque NC, qui fait du cognac, une des marques d'LVMH. Donc, ils ont lancé Café Eleven. J'adore ce projet. Je crois que j'en ai 2 tokens. Bon, bah, ils en ont vendu 400 sur les 1700. Et quand on discute avec eux, il y a vraiment 20 gars dans un Discord maintenant qui co-construisent avec eux des étiquettes. Et ça va être fou parce que ces mecs-là, ils vont avoir la chance de pouvoir créer de pouvoir participer à la création d'une bouteille. Ça arrive jamais. Donc, c'est vraiment exceptionnel ce que ces gens-là vont vivre. Mais même les projets hyper bien ficelés, hyper cool, qui résonnent de ouf avec la marque et tout, bah, des fois, ça ne fait pas sold out. Donc, ce qui montre bien que cette idée qu'une marque qui vend du cognac ou des expériences ou des produits de beauté, tout d'un coup, va vendre un produit dérivé artistique, bah, ouais, c'est compliqué. Et si on reprend l'exemple de Louis Vuitton, ils ont vendu un membership premium. Quand vous allez dans une boutique Louis Vuitton, vous dépensez 40 000 balles, on vous traite comme les mecs qui ont là acheté le truc vont être traités. Donc tout ça, finalement, c'est super bien fait en termes de marketing, mais c'est assez différent de l'idée de venir vendre un produit dérivé. Et donc le projet qu'on a refusé, c'était un projet d'une très grande marque française qui voulait vendre des produits dérivés. Elle l'a fait. Et voilà, on n'y croyait pas. Là, le cas de Yves Saint Laurent Beauté, voilà, ils ont utilisé notre technologie, puis une agence et tout. Donc là, c'est un peu moins successful. Mais qu'est-ce que c'est le succès, encore une fois? Est-ce que c'est sold out? Qu'est-ce que ça veut dire? Le drop, c'est cool, mais c'est quand même super risqué. T'es obligé de vendre tes 100% du truc dans ta fenêtre de tir pour que ce soit un succès. Et en fait, encore une fois, si on regarde les marques traditionnelles, elles font des drops ou des raffles, et ça se faisait beaucoup hein, dans la mode, quand ils faisaient des collabs, et c'était limite des activations marketing. Donc je pense que si on veut... Non, t'es pas d'accord? Donc t'as le droit de pas être d'accord. Non mais enfin, je veux dire, c'était, enfin, les Yeezy les Yeezy avec Adidas, c'est un truc limité. C'est une collab avec, mince, j'ai oublié son prénom. Kanye West, pardon. Comment j'ai pu oublier son prénom? Et donc là, ils ont fait une rafale. Donc il faut qu'il y ait quelque chose de spécial. Et le fait que ce soit Web3 et nouveau, c'est pas assez spécial pour moi. Justement, la question des raffles, si je peux sur la question des raffles, là, voilà un truc auquel le Web3 répond bien. Tu vois, d'arrêter que ce soit au hasard les gens, ou que ce soit des bots. Parce que, je me rappelle de discuter avec Lacoste quand ils sortaient leur WWF avec tous les animaux. Là. Ils mettaient genre 3 semaines à nettoyer la online queue des gens et des bots qui voulaient choper le truc. Donc en fait, le fait de dire, attends, si tu as engagé avec la marque, tu as récupéré un token dans un wallet, tu Toilette Connect et tu as accès à quelque chose, ça c'est une bonne réponse à ce truc-là, qui améliore grandement l'expérience, qui streamline, qui enlève de l'inégalité et qui sort un peu les bots du système. Nous là, on fait un truc avec Moncler en ce moment. Tous les gens qui ont participé au lancement de Genius à Londres ont tous un membership token. Et à partir de maintenant, tous les drops Genius, tous ces gens-là, ils ont une page token gated 72 heures avant les autres pour acheter la collection. Ça, c'est cool. Tu vois, ça, c'est utile. Ça répond à cette notion de drop.
En fait, mon point où je voulais aller, c'était de dire, on ne peut pas scaler ou trouver un modèle scalable qu'en se basant sur des drops. Et en fait, donner des avantages, c'est cool, mais en fait, pour que ce soit vraiment adopté, il faut qu'il y ait une myriade d'avantages pour pouvoir adresser tous les types de profils, toutes les préférences et tous les stages de loyalty. Et je pense qu'il faut plus se focaliser là-dessus à partir de maintenant. Sinon, ok, j'ai un token, j'en ai plein. Hein, moi, j'ai investi dans tous les projets, j'ai acheté tous les tokens pour supporter tous les copains. Mais des fois, j'ai le token et je suis là en mode bon, ok, what's next tiens, la perque là m'arrange pas. Et pour vous dire la vérité, le seul avantage ou les deux seuls avantages que j'ai utilisés, c'était sur le drop de Partouche, qui ont même pas sold out. Donc voilà, il faut plus de diversité dans l'offre. Oui, et peut-être aussi ce qu'il faut se poser, c'est la question en fait des métriques qu'on suit, parce qu'en fait on est resté sur les métriques entre guillemets de l'ancien monde, sont les métriques spéculatives, qui est de se dire combien ça fait de revenus, est-ce que c'est sold out, alors que les marques en fait, ce qu'il faut les encourager, c'est d'être là sur le long terme. Et le long terme, c'est pas de se dire je fais une OP et sur l'OP je fais 100% ou je fais 80% ou autre. C'est de se dire est-ce que globalement en fait, quelle était la métrique de succès? La métrique de succès peut être de dire, en fait, j'avais une audience que je voulais adresser et où je voulais résoudre une problématique qui peut être via le token gated ou de mieux connaître mes clients, de mieux segmenter par rapport à des appétences ou de gérer mieux mes partenariats. Parce que ça, c'est un sujet dont on parle peu, mais qui aujourd'hui la logique en fait du Web3, un des sujets qui est quand même très très fort, c'est la capacité sans intégration technique ultra complexe à faire communiquer entre guillemets des marques entre elles. Donc ça aujourd'hui c'est un vrai sujet. Et en fait, il faut juste arrêter avec les métriques cette collection elle gérait 38 millions comme les Azuki hier, où on voit que dans la foulée en fait, la métrique, c'est les tokens, ils ont perdu de la valeur. Donc, en fait, on peut l'analyser comme un succès, comme un échec. On peut le regarder de plein de façons différentes. Donc, arrêtons. Oui, on a les métriques des investisseurs spéculateurs. Et en fait, on continue d'utiliser beaucoup cette grille de lecture qui, pour moi, il faut qu'on en sorte. C'est comme à l'époque du début des applis mobiles, de dire le nombre de téléchargements de mon app. En fait, aujourd'hui, plus personne communique là-dessus. C'est l'usage qui est fait derrière. Est-ce que ça crée de la valeur? Est-ce que globalement, ça rend service? Ça couvre le use case. Voilà, moi, j'ai travaillé sur des applis bancaires où, au début, tout le monde disait j'ai mon appli, elle a plus de téléchargements que la tienne. Mais la réalité, c'est est-ce qu'au jour le jour, les gens s'en servent? Et même quand ils sont obligés de s'en servir parce que c'est l'appli de ma banque et que j'en ai entre guillemets qu'une, est-ce que globalement j'arrive à faire les opérations dont j'ai besoin? Donc il faut faire attention au discours par rapport aux métriques, les sold out, les montants et autres. Moi je pense qu'on va aller de plus en plus sur effectivement des drops qui ne seront pas payants ou sur lesquels la dimension monétaire devrait d'être secondaire. Tu as dit que tu devais y aller. Ouais, je vais y aller. Je rebondis juste sur la question du métrique. Je suis tout à fait d'accord. Nous, une des plus belles OP qu'on a fait, c'est avec le Stade Toulousain. Ils ont créé un token de la saison dernière. Ils l'ont distribué gratuitement à leurs fans. Et donc à la fin de l'OP, il y a 5% de leur audience Instagram qui est maintenant des gens qui ont un token. Quand on leur pousse un message dans le wallet, donc quand on pousse un message sur l'adresse de wallet dans lequel il y a ce token, alors évidemment, il faut un front qui le reçoit, qui le lit. On a des taux d'engagement complètement dingues, qui est 95, 100%. Et quand on sait que le reach d'un post Instagram aujourd'hui, c'est 3-4%, on voit bien que là, tout d'un coup, j'ai 100% de reach sur 5% de mon audience. Là, ça devient vachement intéressant. Donc, je suis d'accord sur ces métriques, c'est sur le fait qu'en fait, et c'est toute cette logique finalement de dire, c'est pas vendre. La question, c'est la data relationnelle de l'Internet de demain, c'est une zéro party data. Elle est détenue par l'utilisateur. C'est pas de la first party que la marque a collectée. C'est pas de la third party qui est chez Facebook ou chez Google. Elle est dans la main de l'utilisateur. Et ça, le Web3 et les tokens, c'est le meilleur outil pour faire ça. Et donc, il faut distribuer cette data pour des bonnes raisons, comme des preuves d'achat, des preuves d'engagement, des preuves d'expérience. Et avec ça, reconstruire
une relation client qui est différente, qui est plus engageante. Voilà. Je suis désolé, je dois vous laisser, c'est le mariage de ma sœur, donc je peux vraiment pas être beaucoup plus en retard, mais enfin il y a toute une partie de l'équipe là, donc si vous avez des questions pour Ariane, il y a notre CTO et cofondateur Alex, notre CEO Alex aussi, donc il n'y a que des Alex, notre PM Jérémy, enfin bon, il y a tout le monde. Donc si vous avez des questions après, vous pouvez continuer. Merci beaucoup. Désolé de vous abandonner. Merci beaucoup. Merci. Il y avait des petites questions, si vous voulez, n'hésitez pas. Et effectivement, si vous avez une question pour Ariane, il y a Alexandre qui est juste devant et qui se fera un plaisir de répondre. Je me pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, toutes les marques ont un intérêt à aller dans le Web3 et si oui, lesquelles? Et par exemple, quand j'écoute l'exemple du Stade Toulousain, je me dis, est-ce que finalement, c'est pas le côté engagement fan qui effectivement marche aujourd'hui dans le Web3 et beaucoup moins le côté création d'un métaverse pour générer un événement, plutôt qu'une collection NFT comme on a pu voir avec Saint-Laurent. Je pense à cet exemple-là parce que c'est celui que je connais, mais étape 1, pour moi c'est étape 1, étape 2, c'est pas que le drop payant, le premier drop gratuit aussi. Pour moi, j'ai testé l'expérience et derrière j'ai pas spécialement compris ce qui se passait. Du coup, je me pose la question de savoir si toutes les marques ont intérêt à y aller. Je commence. Donc, effectivement, un des sujets, le premier sujet, c'est en fait l'identification de l'audience par rapport au positionnement de la marque. Et en fait, c'est quels sont les types d'interactions que vous avez aujourd'hui ou que vous avez l'ambition d'avoir. Parce que ce qu'on voit, c'est que le Web3 ouvre en fait des capacités, comme on le disait tout à l'heure, d'interaction directe. Mais en fait, il y a toujours la problématique de qu'est-ce que l'utilisateur fait comme effort versus la marque. Donc c'est cet équilibre. Si en fait, j'ai échangé avec quelqu'un qui me disait la marque me demande de faire des quêtes et de remplir, en fait, d'aller la suivre sur Twitter, de poster un message, de faire X, Y, Z, pour au final juste pouvoir participer à un tirage au sort. Est-ce que, globalement, je vais faire tout ça ? Voilà, donc c'est l'équilibre entre quelle va être la proposition de valeur et comment vous, entre guillemets, vous avez packagé ça en termes d'expérience. Et c'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, nous, on travaille généralement, il y a une logique de roadmap. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des touch points, et ces touch points, vous allez vous poser la question de dire, est-ce que cette interaction, elle a un sens déjà à être enrichie ou être transformée dans le cadre du Web3 ? Et si oui, qu'est-ce que derrière elle va permettre ? Parce que si c'est pour vous dire, vous venez, entre guillemets, acquérir un token chez moi, et où derrière, le bénéfice que vous percevez ou l'effort que vous devez mettre pour l'utiliser est disproportionné, en fait, globalement, vous allez avoir ce qui est décrit là, c'est-à-dire un phénomène un peu de fatigue où vous avez l'impression de dire ils ont fait du Web3 pour dire qu'ils faisaient quelque chose, mais derrière, en fait, soit je vois pas la valeur, soit je dois grimper une montagne pour pas grand-chose, en fait. Donc il y a ce premier point. Et on est comme on l'a été sur le digital, comme on l'a été sur le mobile. On est sur des logiques de programme. C'est-à-dire qu'en fait, une marque, entre guillemets, quand elle commence à se committer sur un channel, en fait, c'est une course de fond. C'est une obligation, en fait, de penser les next steps. Et c'est aussi de penser un petit peu 360. Je vous donne un exemple. Vous allez lancer une opération, vous dites voilà, loyalty programme, vous avez un asset que vous pouvez acquérir qui globalement vous donne des privilèges. C'est-à-dire que ces privilèges, peut-être qu'en digital, sur le site, vous avez le fameux token gating qui vous donne accès à des produits exclusifs ou des discounts ou des produits en avance de phase. Mais imaginons que vous avez un réseau de boutiques de distribution, que je viens et que je dis bonjour, en fait, je suis le porteur du digital collectible et qu'on vous regarde avec des gros yeux en disant je ne sais pas ce que c'est. Vous avez pareil un problème. Donc il y a toutes les logiques aussi de se dire il faut sortir des logiques de silo qu'on a beaucoup vues, qui est en fait une marque qui lance une collection et où en fait vous allez en boutique, les personnes ne savent même pas que ça a été lancé, etc. Et en fait, nous, il y a tout un sujet aussi qu'on est en train de traiter, qui est le sujet justement de
comment j'onboard mes équipes au Web3. Donc il y a des sujets RH où aujourd'hui vous pouvez dire voilà, comme on le faisait avant, en fait, j'ai un de mes partenaires qui fait une OP avec un grand réseau de distribution, ils ont 400 boutiques, et en fait ils vont prendre 2 mois pour avoir un référent dans chaque boutique qui pourra expliquer en quoi consiste l'opération, quelle est la proposition de valeur, quel est le bénéfice pour le client et pourquoi la marque, en termes de ses valeurs, elle met en place ça en fait. Oui. Je l'approuve complètement, Ouais. à 100%, mais tout ce process et toutes ces étapes qu'il faut suivre, est-ce que quelque part, soit ça n'est valable que pour des très grosses marques qui peuvent potentiellement se le permettre, enfin, plus ou moins au détriment de toutes les autres, parce que j'imagine que c'est conséquent en termes de coûts, c'est conséquent en termes d'investissement, en termes de recrutement, un Discord, la communication qui va derrière, un Twitter, pour des marques qui ont l'habitude d'être sur Insta, Facebook. Ouais. Bah en fait, là vous réfléchissez entre guillemets en type de channel d'activation, où aujourd'hui, même je pense que c'est prouvé par pas mal de marques, les retours, c'est que en fait la réponse en fait c'était, je ne sais pas comment expliquer ça de façon plus explicite, mais c'est un peu moi j'ai appelé ça de la fainéantise, c'est-à-dire que je sors un token, je force les gens à payer en crypto parce que c'est dans les codes, alors qu'aujourd'hui de plus en plus que vous payez en crypto ou pas, ou même qu'on vous le donne, les gas fees, etc. Ça devrait être des non-sujets, ça devrait être des sujets que les clients en fait même ne sont pas au courant. Et pareil, c'était la mécanique de dire en fait pour que ça soit un vrai projet Web3, il faut sortir un Discord. C'est pareil, c'est que c'est un peu l'effet de mimétisme en fait, qui est de dire en fait qu'est-ce que je dois faire, je dois créer, je dois poster, je dois avoir un Twitter dédié, je dois faire un Discord, je dois utiliser des codes couleurs un peu bariolés, très sombres, etc. Non, en fait on voit aujourd'hui que c'est quelque chose, vous pouvez vous le réapproprier. Et en fait, la question, c'est plutôt de sortir du mode silo ou voir quelqu'un qui va vous dire non, mais moi, je connais le Web3 et en fait, je vais tout gérer, donc je vais tout recréer. Donc vous allez reprendre, vous avez une agence créa, vous allez en reprendre une autre juste pour votre OP Web3 qui va en fait dire en fait, d'habitude, on fait comme ça, donc on va continuer. Parce que globalement, personne ne nous reprochera d'utiliser toujours les mêmes codes, une page médium avec un manifeste, etc., etc. Vous voyez ? Donc c'est le confort du mimétisme, c'est de dire en fait, si je fais pareil que tout le monde, ça devrait marcher. Puis si ça marche pas, je pourrais dire que j'ai fait pareil, donc en fait j'ai fait correctement. C'est juste faute à pas de chance en fait. Et en fait, nous, ce qu'on voit, c'est justement, il faut impliquer les équipes. Donc nous, on travaille avec les équipes e-commerce, CRM, marketing. C'est un peu plus, il y a un peu de friction au début parce qu'il faut leur expliquer. Mais en fait, on est sur une course long terme. Donc en fait, votre intérêt, c'est plutôt que ces équipes soient onboardées et quitte à faire des fois des choses où vous avez l'impression que les marques font des petits pas, mais elles ont en fait, ça a été des opportunités de transformer quand même pas mal d'éléments dans l'organisation. Bon bah écoutez, merci à vous deux et merci à Pierre-Nicolas. Voilà, puis de toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas juste après. Merci.